Bonjour à tous. Mon objectif aujourd'hui va être de vous parler de l'innovation en général, des différentes formes d'innovation qui existent et ce qui peut être fait au niveau de l'entreprise pour favoriser l'innovation. Donc, premièrement, la première partie va être vous présenter cette vision élargie de l'innovation. Ensuite, je vais vous présenter la situation de la France, qui, en termes de vision élargie, n'est pas si bonne. Et ensuite, je vous présenterai quelques facteurs qui permettent de favoriser l'innovation dans l'entreprise. Et puis, je vous présenterai l'Institut pour l'innovation et la compétitivité, qui est un des résultats de ce rapport et qui a pour objectif, justement, de partager cette vision et les facteurs. Et je pense que particulièrement pour des PME, c'est important de démystifier l'innovation. L'innovation n'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un département de R&D pour faire l'innovation, on n'a pas nécessairement besoin de faire des brevets pour faire de l'innovation, on n'a pas nécessairement besoin de développer une nouvelle technologie pour faire de l'innovation. Et tout de suite, ça devient plus accessible. C'est que l'innovation est plus que l'invention. Une invention, si on prend l'exemple de la pharmacie, l'invention, c'est une nouvelle molécule. Mais si la nouvelle molécule ne se transforme pas dans un médicament, ce n'est pas une innovation. Une invention, c'est le résultat de la recherche. Une innovation, c'est une invention qui a un marché. Donc c'est très important de bien comprendre cette distinction. Et certaines inventions vont devenir des innovations, mais il y a aussi beaucoup d'inventions qui resteront au niveau de l'invention et qui ne deviendront jamais de l'innovation. Donc la recherche ne suffit pas. Pour aussi un peu démystifier l'innovation, je vais essayer de vous offrir une palette aussi large que possible de tout ce que peut être l'innovation. Donc l'innovation, ça peut être aussi l'innovation de process. Donc l'innovation de process, c'est faire les choses différemment. Donc ça peut être fait avec de la technologie ou sans. J'aime bien utiliser l'exemple de la haute cuisine, c'est un secteur que j'aime bien et que je trouve qui est un peu différent. Dans la haute cuisine, la grande révolution en termes d'innovation, c'est la cuisine moléculaire. On peut être pour, on peut être contre. En termes de technologie, ce ne sont pas des technologies nouvelles, ce sont des technologies qui existent, qui viennent du monde de la chimie et qui ont juste été appliquées à un monde différent et qui ont complètement révolutionné le monde de la cuisine. Si on regarde depuis le 19e siècle, le monde de la cuisine est passé de la cuisine traditionnelle à la nouvelle cuisine et de la nouvelle cuisine à la cuisine moléculaire. Donc on a fait un saut qualitatif en utilisant des technologies qui ne sont pas nécessairement nouvelles, venant d'une autre industrie. Okay, l'innovation de process, ça permet de faire ça. Un des grands objectifs du rapport et de l'Institut, c'est de démontrer l'articulation entre innovation technologique et innovation non technologique. On a tous tendance à se concentrer sur l'innovation technologique. C'est celle qui est la plus visible, c'est celle qui est peut-être probablement la plus, je dirais, sexy et glamour, mais ce n'est pas du tout la seule. Okay, il y a énormément de manières d'innover sans technologie. Ça veut dire faire de l'innovation marketing, ça veut dire faire de l'innovation design. Par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants, c'est difficile de faire manger des fruits aux enfants. Donc il y a les compotes, ça existe, les compotes qu'on mange avec une cuillère. Et puis Andros a inventé la compote à boire. C'est très simple, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de technologie là-dedans. Mais ça a totalement changé le mode d'usage du produit. On peut l'utiliser, les enfants peuvent manger des fruits à la récréation, pendant qu'ils sont en train de se promener, quand ils sont en train de jouer au parc. C'est déjà difficile de les faire manger des fruits, ça permet de leur faire manger des fruits de manière plus ludique et ça permet de passer mieux. Du point de vue de l'entreprise, introduire une innovation non technologique, une innovation d'usage, permet aussi de changer le positionnement d'un produit et souvent de le vendre plus cher. Et donc de sortir de la concurrence par les prix avec les autres acteurs dans un secteur donné. L'innovation d'usage. L'innovation d'usage, c'est un peu ce que je vous disais à propos des compotes. Comment est-ce qu'on peut faire l'innovation d'usage? C'est important d'observer les utilisateurs, les clients, les consommateurs. C'est important d'utiliser du design pour positionner le produit différemment. Par exemple, la Wii est un très bon exemple de ça aussi. Les jeux électroniques avaient un positionnement qui était très fortement technologique, associé plutôt à des adolescents, plutôt un peu des geeks, vous voyez, qui passent l'après-midi devant l'ordinateur. La Wii a complètement changé
de manière technologique et non technologique et à changer l'usage du jeu électronique. Au lieu d'être un jeu ou du jeu vidéo, au lieu d'être un jeu statique pour adolescents et avec une mauvaise image pour les parents, c'est devenu un jeu donc, très ludique qui fait participer la famille. Donc au lieu d'être un jeu individuel, c'est devenu un jeu de groupe avec une activité souvent physique. Donc le positionnement, l'usage a complètement changé. Et ce n'est pas que de la technologie. L'usage a été totalement changé. L'innovation de business model, c'est aussi pour vous montrer qu'il y a encore de nombreuses façons d'innover sans utiliser la technologie. L'innovation de business model, c'est une façon de changer la manière de vendre ou d'offrir un produit ou un service. Par exemple, à l'époque, quand on est passé des compagnies aériennes classiques au low cost, on a changé le business model. C'est-à-dire qu'on est passé d'une situation où on payait un prix pour avoir droit finalement à beaucoup de services qui étaient voyager, avoir droit à un repas, avoir droit au journal, etc., à un service qui était pricé complètement différemment. On disait, probablement vous pourrez payer en tant que client, vous pourrez payer moins, mais vous n'aurez droit qu'au voyage, avec des conditions un peu différentes, peut-être un peu moins de confort, mais à un prix différent. Et tous les autres services, tous les services additionnels sont payants. C'est très important le changement de business model parce que typiquement dans une période de crise et pour entrer dans des marchés émergents, c'est très important de revoir la façon de vendre ou de proposer nos produits ou nos services. Par exemple, dans les pays émergents, les gens sont naturellement sont plus pauvres, souvent ne peuvent pas acheter par exemple un shampoing entier ou un paquet de cigarettes. Donc ils achètent des doses individuelles. Donc ce qui est fait normalement, c'est qu'il y a des revendeurs dans les rues qui achètent la grande dose et qui revendent en partie. Mais certaines entreprises, par exemple L'Oréal a été assez leader là-dessus, en Inde, au Brésil, de vendre les produits dans des doses individuelles. Ce qui permet aux consommateurs d'avoir accès aux produits comme tout le monde, mais d'une façon différente. Donc c'est important de se poser la question de comment est-ce que le produit peut être offert différemment. L'autre exemple que je voudrais partager avec vous, c'est l'exemple de Lectra. Je ne sais pas si c'est une entreprise que vous connaissez, qui fait des machines pour l'industrie de l'habillement et l'industrie textile, des machines, des softwares et des machines à découper, qui normalement sont vendues. Donc c'est de la vente classique. Et ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, ils peuvent, plutôt que de vendre une machine, ils pourraient offrir un service à leurs clients, donc qui évidemment en termes de pricing serait complètement différent. Donc par exemple, certaines machines pourraient être louées pour certaines périodes, ou ils pourraient offrir un service à valeur ajoutée qui inclurait toute la gestion d'une salle de coupe, par exemple. Donc c'est passer du modèle classique de la vente à un modèle alternatif de la location ou du service. La deuxième partie de ma présentation, c'est sur la situation de la France en général. La France est située en 11e position selon l'indicateur du European Scoreboard, alors que la France a une position quand même plus importante que la 11e d'Europe. 50% des grandes entreprises françaises sont innovantes en produits ou en process, mais quand on passe au niveau des PME, la proportion d'entreprises innovantes est beaucoup plus faible. Seulement 23% des entreprises françaises réalisent des innovations non technologiques, alors que le chiffre est de 51% dans la zone OCDE. Donc on est bien en deçà de l'OCDE. Donc, en résumé, la situation de la France a encore tendance à avoir une perspective sur l'innovation que j'appellerais d'ingénieur, qui est une perspective qui est centrée sur les grandes entreprises, sur l'innovation technologique, sur la R&D et sur le high-tech. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse pour distinguer la vision française et la vision britannique de l'innovation. Donc la vision française, c'est ce qu'on a dit, c'est une vision qui est basée essentiellement sur l'innovation technologique, les hautes technologies et les grandes entreprises, avec souvent des incentives pour la recherche. La vision britannique est une vision qui est moins industrielle, pour les raisons qu'on connaît, et qui est basée plus sur une perspective de création, de créativité et d'industrie créative, et sur une innovation d'usage. Les grandes industries de référence en Angleterre sont les industries créatives, comme le média, la mode, le cinéma, les jeux vidéo, etc. Et ils ont une perspective beaucoup plus centrée sur les PME. Je pense que ça peut être intéressant pour nous de s'en inspirer. D'abord, quelle est la conclusion de ce qu'on a vu? Donc, il faut avoir cette perspective large sur l'innovation, inclure
inclure toutes ces perspectives, la technologie, mais aussi tout ce qui est non technologique, les usages, le design, les business models, les process. C'est important d'inclure le marketing dans la perspective de l'innovation. Ça paraît évident, mais dans une culture forte d'ingénieurs, normalement la R&D et l'innovation sont sous la coupe des ingénieurs et moins sous celle et moins dans les départements en marketing. Il faut aussi être conscient que chercher l'innovation, celle qui fera l'entreprise et qui fera l'avenir, c'est un peu risqué. L'innovation, c'est une perspective, c'est un travail quotidien, et donc c'est important d'innover tous les jours, même si c'est pour faire que de l'innovation incrémentale, parce que c'est en faisant beaucoup d'innovation incrémentale qu'on va être capable de faire de l'innovation de rupture. Mais se dire qu'on va passer beaucoup de temps pour trouver la seule innovation qui va changer l'entreprise ou le produit, c'est une perspective un peu risquée. C'est important aussi la dimension culturelle, c'est-à-dire, c'était aussi une des conclusions du rapport Booz que je vous ai présenté tout à l'heure, la grande différence entre les entreprises qui investissent en R&D et les entreprises qui sont innovantes, c'est que les entreprises qui sont innovantes ont une culture de l'innovation. Elles investissent à tous les niveaux, dans tous les départements de l'entreprise, à tous les niveaux, il y a une culture de l'innovation, de faire des petits changements, de faire des petites améliorations, de faire de l'innovation incrémentale. En termes de culture aussi, c'est important d'accepter l'échec et d'accepter la prise de risque. Évidemment, de plus en plus, les entreprises aujourd'hui veulent avoir des systèmes de management d'idées dans lesquels, à tous les niveaux d'entreprise, les employés, les travailleurs pourraient proposer des idées et améliorer petit à petit les façons de travailler, aussi bien sur le produit que sur le process. Si on n'accepte pas l'échec, les gens ne proposeront plus leurs bonnes idées. Il faut accepter les idées, il y en aura des bonnes et il y en aura des mauvaises. C'est très important de travailler entre fonctions, donc par exemple entre la R&D et le marketing, ou d'avoir des entreprises qui ont un département design, faire travailler les designers depuis le départ. Une grande erreur, par exemple, au niveau du design, c'est de faire toute la R&D, de développer un nouveau produit, et puis de faire rentrer le design à la fin pour faire juste le packaging ou pour juste faire le dernier pas du développement du produit. Mais ça, c'est pas suffisant. Le design doit être intégré dans le process depuis le départ. Accepter aussi, en termes d'organisation des entreprises, de travailler avec d'autres, c'est-à-dire de travailler avec d'autres entreprises dans la même industrie, de travailler entre grandes et petites, de travailler entre différentes industries, et puis de faire du marketing différemment, c'est-à-dire d'aller observer les usages et d'intégrer le client dans la perspective d'innovation. Comment est-ce qu'on peut intégrer le client dans l'innovation? D'abord, il faut savoir qu'il y a de nombreuses industries dans lesquelles seulement aujourd'hui on a été capable de réaliser que le client avait eu un rôle clé dans le développement de nouveaux produits. C'est le cas de certains sports, de beaucoup de sports extrêmes comme le skateboard, comme le surf, etc., dans lesquels finalement les entreprises n'ont fait à chaque fois qu'intégrer des innovations qui avaient été développées par des utilisateurs qui étaient souvent ou des grands sportifs ou des gens qui effectivement utilisaient le produit, mais l'utilisaient tellement qu'ils avaient une perspective bien plus riche que l'entreprise. Une autre catégorie de produits dans lesquels ça arrive beaucoup, c'est les produits à destination des bébés. Et souvent, qui est mieux placé que la maman pour savoir ce qui est bien pour un bébé? Donc très souvent, il y a des situations où des mamans ont développé des petites innovations comme des baby carriers, vous savez, toutes ces choses pour porter les bébés. C'est souvent des mamans qui en ont développé pour elles-mêmes, et puis après leur voisine a trouvé que c'était une bonne idée, et puis ça a fini par être mis en place par une entreprise. Donc c'est important que le client soit intégré dans la vision de l'innovation. Et ça peut être fait, donc vous voyez, tout à l'heure je parlais des plateformes ouvertes à l'intérieur de l'entreprise dans lesquelles les différentes personnes de l'entreprise pourraient proposer de bonnes idées, mais ce même format de plateforme peut être, et devrait même être élargi aux utilisateurs et aux clients.